L'homme n'a pas le privilège de cultiver la terre ou d'élever du bétail. La fourmi, sa voisine, excelle également dans les travaux des champs. Pendant que les unes entretiennent soigneusement des plantations de champignons qu'elles nettoient régulièrement à l'aide d'herbicides appropriés, les autres s'appliquent à traire des pucerons qu'elles rentrent parfois à l'étable pour protéger le cheptel d'éventuels prédateurs. Les premières sont champignonistes, les secondes bergères. D'autres encore stockent leur nourriture dans des greniers secs qui empêchent toute germination ou réquisitionnent quelques congénères pour les transformer en véritables citernes vivantes, restituant nectar et miella à la demande. Luc Gommel, vous êtes ingénieur agronome et myrmécologue, c'est-à-dire spécialiste des fourmis. Lorsqu'on parle de bergères, de moissonneuses, de champignonistes, on est dans le mythe, dans la fabulation, ou bien vraiment dans la réalité? Non, je pense qu'on est en plein dans la réalité. Effectivement, vous disiez qu'il y a des activités agro-pastorales que l'on retrouve donc chez les humains et qu'on retrouve aussi chez certaines espèces de fourmis. Pour prendre le cas des champignonistes, donc la culture d'un champignon à partir de broyats de végétaux. C'est-à-dire il y a préparation d'un compost pour permettre la culture d'un champignon sans lequel les fourmis ne peuvent pas vivre et lequel champignon se retrouve difficilement dans la nature en dehors de sa symbiose avec les fourmis. Oui, alors là, quand vous parlez des champignonistes, là, c'est quand même étonnant, quoi. Parce que, bon, il y a la fabrication du compost, il y a l'amendement des sols, il y a l'évacuation des déchets, on met des engrais, on met des herbicides. Enfin, technologiquement, c'est quand même très élaboré. Ah oui, c'est parmi les comportements les plus complexes qu'on peut trouver chez les fourmis. Et donc, en faisant appel à un organisme extérieur à la fourmi. Donc là, dans ce cas-là, un champignon. Ces fourmis-là, on les trouve presque exclusivement en zone tropicale, en Amérique du Sud, Amérique centrale et dans certaines îles de la Caraïbe. Il y a plusieurs espèces qui sont... Vous rentrez de Guadeloupe d'ailleurs, je crois. Voilà, moi personnellement, je viens de travailler pendant à peu près 2 ans sur ce genre d'espèces. Donc effectivement, en Guadeloupe, il y a 4 espèces reconnues champignonistes, dont une pose de très gros problèmes. Dans tous les pays où elles se trouvent, où on les rencontre, ces fourmis champignonistes, elles sont très souvent classées parmi les ravageurs agricoles. Parce qu'elles détruisent donc les récoltes humaines, alors là. Voilà, parce qu'en fait, pour cultiver leurs propres champignons, elles s'attaquent en fait à des cultures humaines. Donc il y a certaines espèces végétales qu'elles affectionnent particulièrement. Et quand il se trouve que ces espèces végétales sont cultivées par l'homme pour sa propre consommation, là, elles sont donc classées automatiquement en ravageurs agricoles. Et beaucoup d'agriculteurs de ces zones-là luttent ou essayent de lutter contre ces fourmis. Et comment est-ce qu'on peut expliquer une telle adéquation entre la fourmi et son matériau, puisque bon, on sait maintenant que certaines sécrètent des substances qui vont détruire les espèces parasites, mais qu'elles sécrètent aussi des substances qui vont encourager la prolifération de l'espèce sélectionnée. Ça, c'est quand même c'est pratiquement de la génétique Alors, agronome. Bon, il y a une part de génétique dans la mesure où il y a eu une coévolution, donc au cours des millions d'années, entre le champignon et la fourmi. Bon, les espèces primitives champignonistes se contentaient sans doute de récolter des champignons qui poussaient sur soit des déchets de la fourmilière, soit dans des zones autour de la fourmilière. Mais on l'a pas dit, elles font de la farine, je crois, avec les champignons. Non, elles font pas de la farine. Elles récoltent ce qu'on appelle des mycotètes, c'est-à-dire des éléments particuliers qui apparaissent au cours du développement du champignon. Et ces éléments sont riches en sucre et en certains composés lipidiques en particulier, qui sont quasiment indispensables à l'alimentation des larves. Les adultes en général peuvent s'alimenter sur autre chose que du champignon. Enfin, on considère qu'elles en ont besoin quand même un petit peu. Ce sont surtout les larves qui ont besoin de ces mycotètes. C'est un peu l'équivalent du chapeau sur le champignon de Paris. Il y a un mycélium qui court dans le compost qui sert à le cultiver et on fait fructifier en fait, on consomme le pied et le chapeau. Bon, l'analogie est ambiguë parce que le champignon cultivé par les fourmis est capable aussi, appartient à la famille Basidiomycètes, et il est capable dans certains cas de former un pied et un chapeau. En particulier quand les fourmilières sont abandonnées, c'est vrai aussi chez les termites, donc insectes sociaux également, qui sont aussi capables chez certaines espèces de cultiver des champignons. Donc on peut avoir en cas d'abandon de la termitière formation d'un pied et d'un chapeau. Mais sinon, en fonctionnement normal, on ne voit jamais ça. Et ce sont donc les mycotètes qui sont toutes petites, qui sont microscopiques, qui sont consommées et récoltées donc par les fourmis.
Alors comment s'est passée l'adéquation au cours du temps? Voilà, alors bon, donc il y a une certaine évolution qui est plus ou moins bien connue, mais enfin il y a des hypothèses qui vont donc de la simple récolte de champignons à une véritable culture. Et bon, là on peut imaginer plusieurs intermédiaires où il y a sans doute certaines espèces qui sont actuellement présentes qui montrent cette évolution-là. Bon, ça peut se faire assez facilement, c'est-à-dire que si jamais, prenez le cas de champignons qui se développeraient sur les cadavres des fourmis, donc les fourmis qui évacuent systématiquement de leur fourmilière les cadavres vont les déposer à un endroit particulier, un cimetière, et on peut considérer que d'une certaine façon, elles favorisent la culture du champignon simplement par ce comportement de rejet des cadavres. Bon, de là à passer ensuite à des fragments de végétaux, bon, ça peut s'imaginer sur plusieurs millions d'années. Le fait est qu'actuellement, parmi les champignonistes les plus évolués, elles vont donc récolter à l'extérieur de la fourmilière des morceaux de fleurs ou de feuilles. Donc elles découpent, il y a des ouvrières récolteuses qui découpent ces morceaux avec leurs mandibule qui sont très très coupantes. Ensuite, elles se saisissent de ces morceaux et les transportent jusqu'à leur fourmilière. Ce qui fait que dans les pays où elles vivent, on peut voir des chemins, des colonnes entières de fourmis portant au-dessus de leur tête, dans leur mandibule, donc des morceaux de fleurs et de feuilles. C'est très, très spectaculaire et très joli à voir. Et une fois arrivées donc, à l'intérieur de la fourmilière, les récolteuses déposent leur fardeau au sommet de ce qu'on appelle la meule à champignons. Ça ressemble à une grosse éponge de couleur grise. Et sur le sommet de la meule, d'autres ouvrières, donc les récolteuses sont plutôt les ouvrières majeures, les grandes ouvrières. Il y a des ouvrières donc de taille intermédiaire qui prennent les morceaux et qui vont se mettre à les mâcher, à les réduire en une espèce de purée. Elles font un compost avec ça. Et ce compost, elles l'insèrent sur le sommet de la meule du champignon et elles vont récolter des fragments de mycélium un peu plus bas qu'elles repiquent sur ce compost. C'est-à-dire qu'elles font vraiment du semis presque, donc au milieu de ce qu'elles ont préparé. Et le champignon, ces fragments de mycélium vont se développer et ensuite produire dans un étage, c'est des strates, donc dans un étage inférieur vont produire ces mycotètes, qui seront récoltées là sans doute par d'autres ouvrières, vraisemblablement les plus petites qui s'occupent des larves. Alors bon, ça c'est l'agriculture, mais il y a aussi l'élevage. Voilà. Je pense à la traite des pucerons, où là encore on a un cheptel, on a des bergères, on a des étables, enfin, c'est aussi très organisé. Voilà, donc pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer donc, en zone tropicale en Amérique du Sud pour voir ces fourmis champignonistes, je signale quand même qu'on peut les voir dans Paris puisqu'il y a un certain nombre de musées qui en sont équipés ou qui vont l'être. Donc en particulier au Palais de la Découverte, on peut voir ces fourmis. Mais pour en revenir donc à l'élevage, en France, on trouve de très nombreuses espèces qui élèvent véritablement des pucerons ou d'autres insectes producteurs de miel. On peut citer les psylles ou les cochenilles, qui sont, comme les pucerons, des insectes piqueurs de sève et qui, pour filtrer la sève, pour récupérer les protéines de la sève, sont obligés d'évacuer les sucres en excédent. Donc leurs excréments sont très sucrés et le très grand nombre d'espèces de fourmis, pour ne pas dire presque toutes, raffolent de tout ce qui est sucré et certaines donc se contentent de récolter du miel qui peut être déposé sur les feuilles, mais d'autres vont solliciter les pucerons ou les psylles ou les cochenilles. Les pucerons, on le voit assez bien, elles tapotent le dos ou les flancs du puceron avec leurs antennes. Ça a pour effet de provoquer l'excrétion du miel. Stimulation. Voilà, le miel est excrété, il y a une goutte qui se forme au niveau de l'anus du puceron et la fourmi récolte cette goutte de miel et l'ingère. Elle récolte plusieurs pucerons comme ça, donc elle a son abdomen qui se gonfle. Il faut savoir que les fourmis, là encore, quasiment toutes les espèces sont équipées d'un estomac social, c'est-à-dire une poche au niveau du tube digestif qui a la capacité d'emmagasiner beaucoup de liquide. Et la récolteuse retourne à la fourmilière et va régurgiter cette nourriture liquide aux autres fourmis par un phénomène qu'on appelle le phénomène de trophalaxie, c'est-à-dire d'échange de nourriture liquide par un bouche à bouche. Dans certains cas aussi, il y a les citernes. Là, c'est pousser le jabot social un peu loin, parce que certaines fourmis sont véritablement des bonbonnes. Voilà, alors là, effectivement, on voit le transport, le camion citerne qui retourne à la fourmilière. Et chez certaines espèces, là encore pas toutes, mais il y a des espèces que l'on trouve, je pense, dans le sud de la France. Les plus connues se trouvent au Mexique, de fourmis qui stockent pour des périodes de disette, une période où la nourriture est difficile à trouver pour elles à l'extérieur, en particulier en cas de sécheresse. Elles stockent à l'intérieur de la fourmilière ces liquides récoltés dans des individus bonbonnes. Et qui sont pratiquement inertes alors ceux-là. Oui, qui restent accrochés en général au plafond des fourmilières
qui ont l'abdomen tellement gonflé qu'il serait quasiment impossible de se mouvoir, et qui régurgitent donc les liquides stockés en fonction des besoins de la société. N'était l'odeur et le chemin tracé, personne n'irait chercher une ville par ici. Les entrées de la cité sont situées en hauteur, presque au ras du sommet du dôme. Ça grouille de vie là-dedans. Les pucerons ne se distinguent pas facilement, ils sont de la même couleur que les feuilles. Une antenne et un œil averti repèrent pourtant sans difficulté les milliers de petites verrues vertes qui grossissent lentement au fur et à mesure qu'elles broutent la sève. Un accord fut passé il y a très longtemps entre les fourmis et les pucerons. Ceux-ci nourrissent les fourmis qui les protègent en retour. En vérité, certaines cités coupent les ailes de leurs vaches à lait et leur donnent leurs propres odeurs passeport. C'est plus commode pour garder les troupeaux. Pour se racheter, ou peut-être par pur modernisme, la cité a construit en son deuxième étage de grandioses étables, pourvues de tout le confort nécessaire au bien-être des pucerons. Les nourrices fourmis y soignent les œufs de leurs aphidiens avec la même concentration que les œufs myrmécéens, d'où vient, sans doute, l'importance inhabituelle et la belle allure du cheptel local. Il arrive alors quelque chose d'affolant. 3 coccinelles se laissent tomber au milieu du troupeau. Ces fauves redoutables sèment la panique parmi les pauvres pucerons que leurs ailes rognées empêchent de fuir. Les loups, heureusement, font surgir les bergères. 2 fourmis sautent de derrière une feuille. Elles se cachaient pour mieux surprendre les prédateurs rouges tachetés de noir, qu'elles mettent en joue et foudroient de leurs tirs d'acide précis. Puis elles courent rassurer les troupeaux de pucerons encore apeurés. Elles les traitent, tambourinent sur leur abdomen, caressent leurs antennes. Les pucerons font alors apparaître une grosse bulle de sucre transparent, le précieux miella. La salle des gourdes à miella est l'une des plus récentes innovations de Bel-Aucan. La technologie des gourdes a en effet été empruntée aux fourmis du sud qui, depuis les grandes chaleurs, n'arrêtent pas de remonter vers le nord. C'est bien entendu lors d'une guerre victorieuse contre ces fourmis que la Fédération a découvert leur salle des gourdes. Sur le coup, les légionnaires bel-aucaniennes furent horrifiés. Des ouvrières condamnées à passer toute leur vie suspendues au plafond, tête en bas, et l'abdomen tellement gonflé qu'il était 2 fois plus gros que celui d'une reine. Les sudistes expliquèrent que ces fourmis sacrifiées étaient des bonbonnes vivantes, capables de conserver au frais d'incroyables quantités de nectar, de rosée ou de miella. En somme, il avait suffi de pousser à l'extrême l'idée de jabot social pour aboutir à celle de fourmis citerne et la mettre en pratique. On venait titiller le bout de l'abdomen de ces vivants réfrigérateurs qui délivraient alors, au goutte à goutte, ou même à plein ruisseau, leur jus précieux. Bernard Werber, vous êtes romancier, les mécanismes que vient de décrire Luc Gomel supposent une évolution. D'ailleurs, il l'a bien dit, les choses se sont passées au cours du temps. Or, vous défendez la thèse que les sociétés de fourmis, comme les sociétés humaines d'ailleurs, sont des sociétés qui évoluent, qui ne cessent de se remettre en question. Ce qu'il vient de décrire, ça doit abonder dans votre sens. Tout à fait. La fourmi donc, existe depuis à peu près 100 millions d'années et connaît tout le temps des prédateurs. Elle est obligée d'affronter d'autres cités fourmis, elle est obligée d'affronter les termites. Ça l'a obligée à trouver des solutions. Et on pourrait dire que toutes les fourmilières du monde sont en permanence à la recherche de solutions par rapport à leurs problèmes spécifiques. Toutes les fourmilières affrontent des problèmes différents. Certaines doivent lutter contre le froid, d'autres doivent lutter contre le chaud, d'autres doivent même lutter contre le feu ou l'eau. Chacune trouve une solution. Et chacune est à la recherche
de meilleures conditions de vie. Est-ce que c'est pas d'ailleurs ça un de leurs secrets? C'est ce que les scientifiques appellent le polymorphisme, c'est-à-dire qu'elles se sont adaptées pratiquement à toutes les conditions. Oui, ce qui est de plus spectaculaire chez la fourmi, c'est leur diversité. C'est-à-dire que on a une vision caricaturale de la fourmi comme étant un système avec une reine et des castes. Mais en fait, toutes les cités sont différentes. Certaines sont toutes petites en fait. Ils vivent en tribu ou presque parfois en famille, en cellules familiales, et d'autres sont gigantesques et utilisent des colonies et envahissent des territoires entiers. Parce qu'il y a parfois des fourmilières qui renferment des millions. Voilà. Les Magnans en Afrique ont choisi de répondre aux problèmes d'adaptation à leur milieu en produisant des œufs par saut. On voit ces colonnes donc de fourmis légionnaires aveugles qui avancent droit devant, n'étant arrêtées par aucun prédateur. Et la solution au problème, c'est gaspiller des individus. Par exemple, si elles doivent traverser une rivière ou un cours d'eau ou un passage dangereux, elles vont faire un pont de cadavres. Alors bon, on a parlé des sociétés agro-pastorales, Oui. vous parlez d'évolution, vous n'allez quand même pas prétendre qu'à l'origine, c'était des sociétés de cueilleurs-chasseurs quand même. Parce que la cueillette et la chasse existent aussi chez les fourmis. Je crois qu'il faudrait être à l'époque pour pouvoir savoir comment vivaient les fourmis aux origines. Enfin, c'est un monde tellement surprenant et fantastique, je crois qu'on a beaucoup de difficultés à le comprendre. On ne connaît pas toutes les espèces de fourmis qui vivent sur Terre. Actuellement, on est en train de déboiser dans les forêts d'Amazonie, dans les forêts d'Indonésie, sûrement des tas d'espèces de fourmis disparaissent dont on ne sait même pas, on ne connaît pratiquement pas les mœurs. Mais il y a un éventail. Actuellement, on a les fourmis les plus primitives et les fourmis les plus sophistiquées qui cohabitent, un peu comme si nous vivions à côté de nos hommes préhistoriques. Luc Gomel, un commentaire sur cette vue des choses? Je pense qu'en termes d'évolution, il faut avoir le recul du temps. C'est-à-dire que vous parliez de cueilleurs-chasseurs. Quand on regarde ce que font certaines espèces de fourmis, en particulier les fourmis moissonneuses, granivores, oui, parce qu'il y a aussi des moissonneuses. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais on peut en dire 2 mots maintenant. Donc il y a dans le sud de la France, en particulier, des espèces très faciles à observer qui vont récolter les graines sur certaines plantes à certaines époques et qui les rapportent dans leur fourmilière et qui les stockent dans de véritables greniers. C'est-à-dire quand vous ouvrez ce type de fourmilière, vous avez des chambres dans lesquelles sont stockées les graines. Ça c'est le début de l'agriculture, la cueillette, en particulier des céréales. Et puis l'homme, pour reprendre le cas des humains, donc a évolué en se disant, je sais pas s'ils se sont dit ça à l'époque, mais on constate qu'il y a eu donc semis, récolte, puis semis, et plus tard, ou en parallèle, sélection des meilleures variétés, entre guillemets. Les fourmis n'en sont pas encore là pour ce qui est des graines, mais... mais vous dites, elles n'en sont pas encore là. Ce qui laisse supposer quoi? Qu'elles vont y arriver Non, on constate simplement qu'elles ont un rôle au niveau écologique très important dans certains pays, et ça a été étudié en particulier en Afrique du Sud. L'impact de la récolte de ces graines sur la survie ou le maintien de certaines espèces végétales dans certaines zones, elle joue un rôle à ce niveau-là très important. On s'en aperçoit quand d'autres espèces étrangères viennent les supprimer et on s'aperçoit qu'il y a des conséquences énormes sur la flore, la qualité de la flore des zones où ces espèces granivores vivent. Donc il y a toujours un parallèle un peu délicat à faire entre société humaine et société de fourmis, mais c'est vrai qu'on constate qu'il y a des cueilleuses, il y a forcément des chasseurs, les fourmis des bois qu'on peut aussi facilement observer en France, elles sont de grandes chasseresses, et dans certains cas, on estime qu'elles protègent les forêts contre les insectes ravageurs des arbres. On retrouve tout ça aussi chez les fourmis. Alors il y a des tisserandes aussi, on n'a pas encore parlé, mais là c'est carrément l'artisanat. Voilà, alors là on repart un peu sous les tropiques, puisque effectivement des espèces qu'on trouve en Afrique et en Asie, qui tissent leur nid dans les arbres en cousant entre elles les feuilles des arbres dans lesquels elles sont. Elles utilisent pour cela ce qu'on peut considérer comme un outil. En fait, ce sont leurs larves qui sont capables, certaines espèces de fourmis tissent des cocons pour leur nymphose, pour leur transformation de larves en adultes. D'autres ne font pas de cocons, ils sont des nymphes nues. Il y a les 2 grandes catégories au sein des fourmis. Donc certaines larves sont capables à un moment donné de tisser un fil. Et à partir donc de... Donc normalement, elles tissent ce fil à partir de glandes qu'on appelle, je crois, sérigènes,
Voilà, des glandes à soie qui sont utilisées donc normalement pour tisser leur cocon. Et là, il y a une espèce de déviation, d'utilisation de ce phénomène par les adultes, donc ouvrières adultes, qui cousent des feuilles entre elles avec ces fils de soie. Avant la couture, il y a le maintien des feuilles à coudre bord à bord, et ça se fait dans la séquence. Il y a une séquence de pliage où les fourmis s'agglutinent à l'extrémité des branches ou à l'extrémité des feuilles pour les faire plier sous leur poids, jusqu'à atteindre la zone du nid où les feuilles doivent être appliquées. À ce moment-là, les chaînes de fourmis qui ont été constituées pour relier donc les deux feuilles, par exemple, à tisser entre elles, se raccourcissent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une rangée de fourmis qu'on pourrait appeler fourmis agrafes. Qui maintiennent les deux bords de la suture. Voilà, qui d'un côté avec leurs pattes, de l'autre côté avec leurs mandibules, maintiennent les deux feuilles à coudre, donc bord à bord, et par-dessus viennent donc d'autres ouvrières avec des larves, et qui tissent point par point entre les deux feuilles, jusqu'à constituer donc un nid de feuilles tissées entre elles, et elles vivent à l'intérieur de ces feuilles. Et les larves, en fait, sont utilisées comme des navettes. Exactement, ça s'appelle larves navettes. Tout à fait. Ces comportements qu'on observe actuellement là chez certaines espèces de fourmis, bon, ça s'est quand même établi au cours de millions d'années. Enfin, à ma connaissance, on ne voit pas vraiment d'évolution. On peut voir des adaptations, on peut voir des introductions d'espèces nouvelles. Bon, par exemple, la fourmi d'Argentine qui a été introduite dans le sud de la France s'est développée dans un milieu frange du littoral méditerranéen qui lui convenait. Bon, est-ce qu'on ne peut pas parler d'évolution? On peut parler de transfert d'espèces et d'adaptation à un nouveau milieu. Mais s'il y a des mutations? On peut voir quand même un certain nombre de... Je ne sais pas si on peut appeler ça des évolutions, mais par exemple, il y a des espèces qui ont été décrites en Suisse comme étant monogynes, C'est-à-dire avec une seule reine, et que moi j'ai constaté tout à fait polygynes dans le sud de la France, et c'est, paraît-il, la même espèce. Bon, là encore, on va tomber sur un autre problème qui est la définition de l'espèce. Pas du tout simple à manipuler. C'est une évolution, le fait qu'il y ait plusieurs reines dans une cité. Oui, Bernard Werber. Là encore, bon, le terme d'évolution me gêne. On peut constater que la polygynie, dans certains cas, est un plus. C'est-à-dire que si la reine meurt, la société arrive à survivre voilà, plus longtemps. Exactement, puisqu'il y a quand même plusieurs polygynes, plusieurs reines. S'il y en a une qui a un problème un jour, il y a quand même les autres pour assurer la survie de la société. Dans le cas d'espèces à une seule reine, si la reine meurt, en général, la société disparaît, sauf dans certains cas, je crois qu'il peut y avoir adoption de l'extérieur d'autres reines ou fusion de sociétés. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont pas très bien connues ou connues pour certaines espèces. J'allais vous dire, peut-être des choses aussi qui ont été mal étudiées, parce qu'on ne s'attendait pas à trouver une telle diversité, telle technologie, tels phénomènes sociaux. Ben moi, personnellement, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus de chercheurs qui travaillent sur les fourmis. C'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Pour revenir au problème de la polygynie ou de la monogynie, c'est étudié pas mal aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, où il y a une fourmi, entre guillemets, qui pose de gros problèmes, qui s'appelle la fourmi de feu. Je dis entre guillemets parce qu'il y a plusieurs espèces. Ce sont des fourmis qui piquent très fort, qui ont un aiguillon et un venin qui est très désagréable. Et on s'est aperçu que au sein d'une même espèce, il y avait deux groupes différents, et qu'un groupe était en train de supplanter l'autre. C'est le groupe justement où il y avait des nids à plusieurs reines. Donc on peut penser qu'il y a un plus dans le fait d'avoir plusieurs reines. Ceci dit, si en termes d'évolution c'était vraiment un plus, à terme toutes les espèces devraient être polygynes. Or on constate que ce n'est pas le cas. Alors Pierre Gesson, quand on parle de société agro-pastorale, de cueilleuses, de chasseuses, comment vous voyez ça, vous, sur un plan évolutif? Les fourmis constituent probablement, parmi les insectes sociaux, le groupe le plus intéressant pour étudier les problèmes d'évolution. Alors, on ne peut pas parler d'une évolution culturelle, bien entendu. Quoique, non? Non, arrêtons. Allons jusque-là, mais n'allons pas plus loin par rapport à l'espèce humaine. Ne projetons pas trop quand même. La culture humaine a permis d'aller très vite en quelques centaines de milliers d'années, voire quelques dizaines de milliers d'années ou milliers d'années. Les fourmis ont eu besoin de 100 millions d'années pour arriver où elles sont aujourd'hui. Mais c'est probablement le groupe le plus intéressant, je disais, par rapport aux abeilles, aux termites ou aux guêpes, parce qu'il y a en fait plus d'espèces de fourmis sur la planète qu'il y a d'espèces d'abeilles, de termites et de guêpes additionnées. Il y en a plus du double par rapport à tous les autres.
Par conséquent, c'est la plus grande diversification évolutive parmi les insectes sociaux. Bon, quand les scientifiques qui étudient les primates ou les mammifères veulent étudier des formes primitives, où vont-ils? Ils vont en Australie. Et bien de la même façon, quand un spécialiste de fourmis, un myrmécologue veut étudier les espèces les plus primitives, où va-t-il? Il va en Australie. Effectivement, l'Australie est le continent qui contient les espèces les plus primitives, j'allais dire. Non, ce ne serait pas tout à fait exact. Disons, des facsimilés de ce qu'étaient les ancêtres les plus archaïques des fourmis, des sociétés primitives. Alors, sociétés primitives, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi sont-elles primitives? Comment est-ce qu'on peut mesurer la primitivité, en quelque sorte? Bon, d'abord par des critères anatomiques. Enfin, ça, ce serait un peu rébarbatif. Parlons plutôt du comportement. Par exemple, elles chassent en solitaire, alors que les espèces les plus avancées, les plus récentes dans l'évolution, chassent en groupe. Il y a même des espèces qui rabattent donc avec une stratégie. Les proies. Avec une stratégie, oui. Aucune, évidemment, des participantes n'a conscience de cette stratégie, mais elle existe objectivement, on la constate. Quoi d'autre? Par exemple, les fourmis les plus primitives, dans leur nid, sont les plus éloignés les uns des autres. La distance aux plus proches voisins est plus grande chez les espèces primitives que chez les espèces socialement avancées. Pourquoi? Eh bien parce que socialement avancé, ça veut dire que l'interdépendance entre les membres de la société est plus grande. Et quand on a besoin d'avoir beaucoup d'échanges avec autrui, il vaut mieux en être proche qu'éloigné. Et effectivement, comme disait M. Werber, il y a des fourmis australopithèques en quelque sorte. Et la grande chance du myrmécologue par rapport à l'anthropologue, c'est qu'il peut, dans la faune actuelle, observer ces australopithèques. Alors que l'anthropologue, lui, il n'a, si vous permettez l'expression, que des os à ronger, si je puis